Hey, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Je m'appelle Lauriane Terrou-Benoni et je suis gabonaise et canadienne. De formation, je suis anthropologue. Je dirige le bureau de Dakar de l'Institut d'études de sécurité. Je me décrirais professionnellement peut-être comme une chercheure et une analyste des questions de paix et de sécurité, en particulier dans l'espace ouest africain. L'Institut d'études de sécurité est un think tank, donc une organisation de recherche axée sur le développement des politiques, qui est née en 1991 en Afrique du Sud. Donc l'organisation aura 25 ans l'année prochaine. En effet. Alors à l'origine, l'ISS s'appelait l'Institut des politiques de défense. Et c'est une structure qui a été créée dans l'optique d'accompagner la transition qui a mené à la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, en particulier en matière de réforme des forces de défense et de sécurité, à une période où véritablement il était important de prendre en compte cette dimension-là dans le succès de la transition. En 1996, l'Institut a changé de nom pour prendre son nom actuel, l'Institut d'études de sécurité. Nous avons des bureaux à Pretoria, toujours, mais également à Nairobi, au Kenya, à Addis Abeba en Éthiopie et à Dakar. L'ISS a comme mission de promouvoir la sécurité humaine sur le continent africain. Et elle le fait en menant de la recherche, indépendante, en donnant des conseils, en particulier des conseils axés sur le développement des politiques ou en contribuant à la mise sur pied de politiques, notamment publiques, efficaces, et également en encourageant donc le renforcement de capacités ou la formation de ceux qui sont chargés de mettre en œuvre ces politiques. Simplement de ne plus considérer la sécurité comme la sécurité des États, mais de faire en sorte qu'on prenne également en compte la sécurité des communautés. Et c'est là où la femme qui est au nord du Mali ou qui est au nord du Nigeria comprendra que sa sécurité à elle compte également, même si elle ne se retrouve pas à quelques mètres du palais présidentiel ou dans la capitale. Donc c'est véritablement de comprendre la sécurité de façon beaucoup plus large, en prenant en compte des concepts comme la sécurité alimentaire, la sécurité économique, des questions de santé. Donc le concept de sécurité humaine est très large et c'est véritablement de comprendre la sécurité des individus et des communautés de façon globale et holistique. Le bureau de Dakar de l'Institut d'études de sécurité couvre l'Afrique de l'Ouest. Donc nous avons un mandat régional, comme d'ailleurs la plupart des autres bureaux de l'ISS également. On couvre donc l'espace CEDEAO, mais on se rend bien compte à la lumière des dernières crises, notamment celle au Mali, et on pourrait dire la même chose de ce qui se passe au Nigeria avec le phénomène Boko Haram, qu'il est peut-être pas toujours évident ni très utile de limiter l'environnement géographique à des frontières très précises quand on essaie de comprendre les dynamiques sécuritaires. Dans le cas de la crise malienne, par exemple, il était difficile de voir les enjeux dans leur globalité sans prendre en compte l'Algérie, la Mauritanie, un certain nombre de pays frontaliers hors espace CEDEAO, et on doit dire la même chose avec le Nigeria. Il faut absolument qu'on prenne en compte le Tchad, le Cameroun, voilà. Donc techniquement le bureau couvre l'Afrique de l'Ouest, mais dans la pratique et en fonction des besoins, il nous arrive de regarder au-delà des frontières de l'espace CEDEAO. Le bureau comprend à peu près une dizaine de personnes à l'heure actuelle, y compris le staff de soutien, qui est essentiel pour qu'une équipe de recherche fonctionne bien. Et en termes d'axes de recherche, on a, je dirais, à peu près 4 ou 5 axes en fonction de comment on les compte. Le premier, comme vous le savez, on est actuellement dans une dynamique au niveau de toute la sous-région, une dynamique préélectorale ou post-électorale en fonction des pays dans lesquels on se trouve. 5 élections présidentielles avaient lieu en 2015, 2 ont déjà eu lieu, le Nigeria et le Togo.
3 viendront encore, Côte d'Ivoire, Burkina, Guinée. L'année 2016 et l'année 2017 seront également des années électorales dans d'autres pays de la sous-région et donc on trouvait important, étant donné que les élections sont souvent un moment de cristallisation des passions et malheureusement également un moment où la violence fait irruption sur le champ politique, on trouvait important de garder un œil attentif sur ces processus. Donc c'est le premier axe de recherche qui occupe une partie de l'équipe. Le deuxième axe de recherche est lié aux dynamiques religieuses. On a vu malheureusement au cours des dernières années une montée en puissance des extrémismes religieux et on met bien cette expression au pluriel parce que c'est vrai qu'on a tendance à focaliser sur l'islam quand on parle de radicalisme religieux. En particulier parce que ce type de radicalisme a un prolongement terroriste. Cela dit, d'autres dynamiques religieuses, notamment les mouvements fondamentalistes chrétiens, peuvent également avoir des prolongements violents. Et je crois qu'un certain nombre d'exemples, et le plus récent étant la Côte d'Ivoire, ont montré qu'il était important de s'attarder également à ce type de dynamique. Donc le deuxième axe de recherche qu'on mène au sein du bureau s'intéresse à ces dynamiques de radicalisation religieuse dans toutes ces dimensions. Le troisième axe de recherche qui nous occupe, c'est la question de la sécurité ou de l'insécurité maritime. On a un chercheur spécialisé sur ces questions qui travaille sur les questions d'insécurité maritime, en particulier dans le golfe de Guinée, à temps plein. Donc bien entendu, par insécurité maritime, on pense automatiquement à la piraterie, mais son travail porte également sur des pratiques comme la pêche illégale, les problèmes environnementaux liés au domaine maritime, l'érosion côtière, donc toutes les questions qui peuvent avoir un impact sur la sécurité des populations, en particulier dans les zones côtières. Et bien entendu, l'impact va au-delà des populations, c'est également une dimension qui peut avoir un impact sur l'économie des pays. Le quatrième axe, finalement, c'est la question, bien entendu, qui a préoccupé une bonne partie de la communauté internationale depuis le début de l'année 2012, c'est donc la crise malienne et ses conséquences. Le bureau a été très actif en termes d'analyse au début de la crise pour essayer de comprendre la crise multidimensionnelle qu'a traversée le Mali, en particulier dans sa composante donc institutionnelle et sécuritaire. Et après l'installation de la mission des Nations Unies au Mali, le bureau s'est un petit peu retiré de l'analyse parce qu'on sentait que sur le terrain, toutes les capacités étaient réunies en tout cas et on voyait mal quelle serait la valeur ajoutée du bureau. Donc on s'est un petit peu retiré de ce dossier pour essayer de comprendre les dynamiques et on s'est rendu compte qu'un travail qui pourrait avoir une valeur ajoutée devrait s'intéresser précisément à la question de la coordination des acteurs sur le terrain. Et donc, nous menons en partenariat avec un centre de recherche qui est basé en Europe, ECDPM, European Center for Policy Development Management. Donc, nous menons une étude comparative des 1001 stratégies Sahel qui ont émergé à l'issue de la crise, en essayant d'identifier finalement qui fait quoi, où, comment et avec quels moyens. Pour quelle population cible également. Donc pour l'instant, le travail est mené au niveau stratégique, c'est-à-dire qu'on a fait une analyse comparative des différentes stratégies et il y a plein d'éléments intéressants qui ressortent, notamment le fait que certaines stratégies semblent avoir été développées en partenariat assez étroit avec les pays concernés, d'autres un peu moins. On se demande également si un certain nombre d'États du Sahel se sont positionnés par rapport à leur population ou plutôt par rapport aux bailleurs, parce que bien entendu il y a une question économique dans tout ça. On se demande également, quand on parle de sécurité, on parle de la sécurité de qui? La sécurité des pays qui se sentent menacés par le fait que le Sahel soit instable ou la sécurité des populations qui vivent dans le Sahel? Donc voilà, on soulève un certain nombre de questions difficiles et qui ne sont pas toujours politiquement correctes. Et c'est un travail qui est mené en partenariat avec le secrétariat technique de coordination de la plateforme ministérielle des stratégies Sahel. Et donc ce projet est un exemple du type de projet qu'on aime mener à l'ISS, c'est-à-dire que nos recherches ne restent pas sur les bibliothèques, les étagères des bibliothèques, mais véritablement on essaie de faire en sorte que les conclusions de nos analyses soient portées au niveau des gens qui prennent des décisions
précisément sur les questions qui nous intéressent. Donc en vous parlant de ces projets-là, je vous ai aussi parlé finalement du mode de fonctionnement de l'ISS, c'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte que nos analyses, nos recherches, nos conclusions, nos recommandations véritablement aient un impact sur les processus décisionnels par rapport aux questions sur lesquelles nous travaillons. C'est une question qui se pose depuis longtemps et dans des contextes qui vont au-delà, bien entendu, du Sahel. Tout le monde aime parler de coordination, tout le monde reconnaît l'importance de la coordination, mais les gens n'aiment pas être coordonnés, ils préfèrent être les coordonnateurs. Ça fait partie, je crois, des problèmes évidents, qu'on parle de développement, qu'on parle de sécurité, qu'on parle de gouvernance. Donc dans le cas de ce projet spécifique, bien entendu, nous sommes quelque part des acteurs extérieurs qui analysent une situation aussi froidement que possible et qui cherchent à faire des recommandations aux acteurs. Le travail d'analyse comparative que nous menons est venu assez tard, je dirais, dans le processus, dans la mesure où la plupart des acteurs avaient déjà élaboré leur stratégie au moment où notre travail d'analyse comparative a été mené. Ce que ça signifie, c'est que quelque part, c'est un travail qui est mené quand les acteurs se sont déjà positionnés et leur positionnement, quelle que soit leur intention, qui sont très souvent nobles, ne sont pas non plus dépourvus d'intérêt. Donc sur cette base-là, le travail qui pouvait être le nôtre était simplement de dire, bon, voilà ce que chacun annonce dans sa stratégie, voilà pour ceux qui ont déjà développé des plans d'action, la façon dont leur stratégie va se décliner sur le terrain, voilà où il y a, il nous semble, des chevauchements. Voilà où il nous semble y avoir au contraire des lacunes et voilà potentiellement les domaines où il pourrait y avoir des synergies. En quelques mots, c'est ce que je peux dire de la coordination et plus spécifiquement de la façon dont on essaie de prendre en compte cette problématique dans le cadre du projet d'analyse comparative des stratégies Sahel. C'est une question bien entendu qui est légitime et qui, je crois, est surtout symptomatique de, comment dire, de la suspicion qui sous-tend souvent les gens la perception des gens qui nous entendent parler de l'ISS comme structure indépendante. En particulier dans l'espace francophone, les think tanks sont quelque part de nouveaux animaux. On n'est pas très habitué, les États ne comprennent pas le principe du think tank. Pour certains, c'est bien entendu en train de changer, certains États voient très bien l'intérêt de ce type de structure, mais pour d'autres, le mot indépendant soulève automatiquement la suspicion. Et le fait d'être effectivement, d'avoir comme siège un bureau en Afrique du Sud, fait en sorte que l'identité sud-africaine de l'ISS est parfois perçue comme étant ce qu'il y a de plus important au niveau de l'Institut. Alors, ce que je peux vous dire pour vous montrer que cette vision est peut-être pas tout à fait juste, c'est que par exemple, au niveau du bureau de Dakar, il n'y a aucun staff d'Afrique du Sud. Le staff du bureau est essentiellement ouest-africain et également originaire d'Afrique centrale. La question souvent, ou l'interrogation qui sous-tend ce type de perception est aussi liée à une méconnaissance des bailleurs de fonds de l'Institut. Par exemple, l'ISS ne reçoit aucun financement de l'Afrique du Sud, même si notre siège se trouve dans ce pays. Les pays qui soutiennent l'Institut d'études de sécurité sont essentiellement des pays situés au nord de l'Europe, donc les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, la Finlande, mais également un certain nombre d'autres bailleurs de fonds comme le Canada, le Japon, l'Australie. Également, ce sont eux qui donnent le gros des fonds de fonctionnement de l'Institut d'études de sécurité. Donc, c'est vrai qu'à la base, et je l'expliquais en introduction, l'ISS est né en Afrique du Sud et a joué un rôle
très spécifique qui d'ailleurs n'a pas toujours été apprécié par les autorités sud-africaines en matière d'accompagnement de la transition et plus spécifiquement d'accompagnement en matière de réforme des secteurs de la défense et de la sécurité. C'était le point de départ de l'Institut qui est maintenant devenu une véritable structure panafricaine avec des bureaux dans différents pays qui couvrent différentes zones régionales. Le concept même du think tank est donc une notion qui est née essentiellement aux États-Unis, donc un pays où les lieux de prise de décision et les lieux de pouvoir sont assez localisés. On a la Maison Blanche, le Congrès, enfin, la notion des lobbyistes d'ailleurs aussi vient de là. Et donc il y avait cette volonté au départ de créer des structures qui pouvaient élaborer un certain nombre de recommandations, influencer les politiques, mais en sachant précisément à quel niveau les décisions étaient prises. Quand on essaie de transférer ce concept et ce mode de fonctionnement au continent africain, on est effectivement confronté à un certain nombre de difficultés. La première, et j'en nommerai peut-être deux ou trois, la première, c'est que la notion de centre de recherche indépendant des États est assez étrangère au mode de fonctionnement de nos États, en particulier francophones, parce que la recherche, jusqu'ici, émanait des universités. Les universités sont liées aux États, et lorsque des centres qui n'étaient pas universitaires existaient, ils étaient la plupart du temps liés à certains ministères, ministère des Affaires étrangères, ministère de la Défense, voilà. C'est d'ailleurs un modèle globalement hérité de la France, hein, si on regarde ça de cette façon-là. Donc déjà, le fait d'avoir une structure qui n'est pas liée à l'État et qui vient s'installer dans des États africains francophones, avec comme objectif de nourrir la réflexion des États, c'est perçu, et on le sent très fort dans certains États de la sous-région, comme c'est perçu, disons, comme un risque potentiel, j'ai envie de dire, pour l'État lui-même, parce qu'on pourrait se permettre d'émettre des analyses qui ne soient pas nécessairement positives. On a certains États qui sont assez chatouilleux sur des questions spécifiques. Donc on est souvent perçu, je dirais, comme des espèces de petits animaux incontrôlables. Voilà. Et certains États, par contre, ont au contraire compris l'intérêt d'avoir des structures indépendantes qui puissent conseiller leurs décisions, qui puissent jouer un rôle positif dans leur prise de décision, j'aurais dû dire, qui peuvent jouer un rôle positif dans leur compréhension des enjeux auxquels ils sont confrontés et sur lesquels, en tant qu'acteurs politiques, ils n'ont parfois pas le temps de réfléchir en profondeur. Donc certains États ont très bien compris l'intérêt de structures comme la nôtre. Le deuxième problème que je voulais évoquer par rapport au rôle des think tanks, en particulier en Afrique, c'est la difficulté d'identifier précisément les lieux où sont prises les décisions. Donc pour avoir un impact sur les processus décisionnels, il faut comprendre le processus lui-même, et chaque État fonctionne un petit peu différemment, mais parfois les lieux de prise de décision ne sont pas ceux auxquels on pense. Les acteurs qui conseillent les décideurs sont parfois des gens qui existent dans l'ombre. Ceux qui sont au sein des ministères ne sont pas ceux qui ont l'oreille du ministre. Tous les ministres n'ont pas l'oreille du président. Le président a des conseillers occultes qui parfois ne veulent pas être connus de la population, du domaine public. Donc le travail d'un think tank dans une région comme la nôtre demande également d'avoir une analyse très fine de la façon dont fonctionnent les États, sachant que chaque État fonctionne un peu différemment, et demande aussi de faire une analyse des acteurs qui comptent en particulier dans les processus de décision sur les questions donc, qui touchent la paix et la sécurité humaine dans le cadre de ce qui intéresse l'Institut d'études de sécurité. Étant donné ce qui s'est passé en 2010, c'est-à-dire
une élection très fortement contestée, suivie d'une crise post-électorale violente qui a fini quand même en guerre finalement, même si la période de ce qu'on pourrait qualifier de guerre a été assez courte. Elle a été violente, elle a causé près de 3000 morts, cette crise post-électorale. Donc au vu de ces événements récents, il est normal que les analystes et les observateurs, tout comme les simples citoyens, s'inquiètent de l'approche de cette élection. Au vu également de l'histoire électorale de la Côte d'Ivoire depuis les années 90, où se sont succédés un certain nombre d'élections qui ont été contestées de toutes sortes de façons, y compris violentes. On peut penser au boycott actif des années 95, on peut penser aux violences autour des années 2000. Voilà. Étant donné tout ça, il n'est pas étonnant que l'approche de l'échéance électorale de 2015 en Côte d'Ivoire suscite des inquiétudes. Cela dit, d'un point de vue analyse politique, je pense que c'est une erreur de focaliser sur les risques comme découlant uniquement de cette échéance électorale. Les risques dans le contexte ivoirien sont, sur la base de mes analyses et également de l'analyse des collègues qui travaillent avec moi sur ce dossier, sont liés à plusieurs facteurs. Le fait que le processus de réconciliation soit inachevé et que donc tant la classe politique que les populations sont encore fortement divisées, voire polarisées sur certaines questions. Il y a encore un certain nombre d'acteurs à l'extérieur et disons que la gestion du dialogue politique par le gouvernement peut décourager un certain nombre d'acteurs qui n'attendent peut-être que ça comme prétexte pour justifier l'utilisation de la violence pour faire valoir leur position. Et finalement, la Côte d'Ivoire n'a pas terminé son processus de DDR. Il y a encore un certain nombre d'armes en circulation. On découvre des dépôts d'armes dans des zones parfois surprenantes. Le dernier rapport du comité des sanctions sur la Côte d'Ivoire faisait état d'un certain nombre d'exemples qui montrent bien que l'usage de la violence n'a pas été complètement abandonné et par de nombreux acteurs, y compris des acteurs qui jouent des rôles importants et de premier plan sur la scène politique ivoirienne. Alors c'est toujours difficile de résumer 300 pages en quelques mots, mais ce que je peux dire, disons, sur les principales conclusions de la thèse, c'est que véritablement, dans le cas ivoirien comme dans d'autres conflits sur le continent africain, à partir du moment où la crise a éclaté, on a attribué une très lourde responsabilité aux médias dans cette crise. Maintenant, ce qui est frappant quand on regarde finalement le processus analytique qui mène du fait qu'on constate qu'il y a une crise au processus d'accusation des journalistes et des médias, c'est que le lien est assez peu démontré. Il est plutôt reconnu comme existant et donc on ne le remet pas en question. Et dans le cadre de ma thèse, précisément, j'ai essayé de remettre en question ce lien-là. Et donc, c'est un travail qui va à contre-courant, je dirais, de la plupart des analyses qui s'intéressent au rôle des médias dans les situations de conflit. Et je l'ai fait en essayant de partir du point de vue des acteurs qu'on accusait, les journalistes eux-mêmes, en passant beaucoup de temps dans les rédactions de différents journaux, situés souvent à l'opposé du spectre politique ivoirien, à une période qui, comme vous le savez, donc à partir de 2003 jusqu'à 2008, une période qui était très très polarisée. Et finalement, j'essayais de discuter avec les journalistes tant de leur pratique que de leur compréhension du rôle qu'on leur faisait porter en tant que personnes qui ont mis de l'huile sur le feu, qui ont attisé comment on appelle ça, les ashes, les cendres de la haine interethnique. Voilà, j'essayais de comprendre comment les journalistes eux-mêmes percevaient ces accusations. Et au final, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est précisément que publiquement, ils avaient tendance à reconnaître le fait que sur le plan éthique, la profession devait progresser et faire mieux que ce qu'elle avait fait jusque-là. Cela dit, et souvent davantage en privé,
ils avaient le sentiment qu'on leur faisait quand même porter une très lourde responsabilité, étant donné qu'en Côte d'Ivoire, en particulier, la plupart des journaux sont attachés à un parti politique ou à des tendances politiques qui parfois deviendront des partis. Et donc, quelque part, les journalistes ne font qu'amplifier un message qui vient d'un groupe d'acteurs politiques. Et c'est plutôt finalement cette relation entre le politique et le médiatique qui pose problème, et le fait que les acteurs politiques eux-mêmes tiennent des propos qui sont incendiaires, qui attisent le feu, qui divisent la communauté, voilà. Donc finalement, ce que j'ai envie de dire peut-être en quelques mots, c'est que le problème de mon point de vue dans le modèle qu'on met de l'avant quand on attribue une responsabilité aux médias dans les conflits, c'est qu'on crée une espèce d'analyse linéaire où on prend un message, allez attaquer votre voisin, qui aurait un impact direct sur des gens qui deviendraient des espèces d'automates et qui iraient attaquer leurs voisins sans même se demander pourquoi ils le font. Je trouve que c'est une analyse très simpliste et à la limite, disons une analyse qui décrit les populations, en particulier africaines, parce que ce type d'analyse a malheureusement surtout été faite sur le continent africain, même si on a aussi eu des travaux portant sur, sur des zones en Europe comme le Kosovo et tout. Mais c'est une analyse qui finalement ne rend pas justice à la capacité d'action des Africains, des populations africaines dans les choix qui justifient, enfin je ne devrais pas dire justifient, dans les choix qui peuvent mener parmi les différentes options à l'usage de la violence. Une des difficultés dans le travail qu'on mène quand on fait de la recherche axée sur le développement des politiques, c'est que la plupart des décideurs aiment bien donner l'impression que les idées qu'ils ont eues, en particulier quand elles ont fonctionné, que ces idées venaient d'eux ou de leur entourage immédiat. Donc c'est assez rare qu'on reçoive une lettre d'un décideur qui nous dise « Ah, j'ai mis en application votre recommandation, hein, ça a trop bien marché. » Voilà, c'est très rare. Donc, comment mesurer l'impact de notre travail? Ça fait partie des éléments qui sont très difficiles. En particulier quand il faut justifier, on est en période de crise économique, donc de plus en plus par rapport aux fonds qu'on peut recevoir de certains partenaires, il faut pouvoir montrer l'impact du travail. Et c'est vrai que ce n'est pas A plus B égale C la plupart du temps. Il faut trouver toutes sortes de façons assez originales par moment pour montrer l'impact qu'on a pu avoir. Maintenant, pour revenir plus spécifiquement sur le rapport sur la paix et la sécurité dans l'espace CEDEAO, qui a changé de nom depuis le mois de janvier 2015. Ce rapport s'appelle le rapport sur l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas eu fondamentalement de changement dans le contenu du rapport ou dans ses objectifs. Simplement, c'est le premier des rapports régionaux de l'Institut d'études de sécurité. Et après ce rapport sont nés d'autres rapports, le rapport sur l'Afrique australe, le rapport sur l'Afrique centrale et le rapport sur l'Afrique de l'Est. Et de façon à mettre en phase les différentes publications régionales, on a décidé d'appeler ce rapport également rapport sur l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est un rapport qui est né en 2012 dans le cadre du mémorandum d'accord qui nous lie à la CEDEAO et qui visait à fournir aux décideurs de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qu'ils se situent au sein de la CEDEAO elle-même ou dans les pays membres, ou même aux partenaires extérieurs qui s'intéressent aux dynamiques de paix et de sécurité dans la zone. Donc ce rapport visait à fournir des analyses basées sur de la recherche de terrain, de façon à nourrir la réflexion de ceux qui prennent des décisions sur les questions émergentes ou sur les questions qui posent problème depuis un certain temps dans la zone. Alors c'est un petit rapport qui fait entre 8 et 12 pages. On part du principe que les gens qui doivent prendre des décisions importantes n'ont pas toujours le temps de lire des thèses en 3 tomes. Et donc on essaie d'être aussi concis que possible, tout en étant bien entendu précis et on tente d'aller en profondeur. Et également, ce rapport comprend une section qui dresse des recommandations aux acteurs qui, de notre point de vue, peuvent jouer un rôle dans la résolution des problèmes qu'on soulève.
Pour vous donner quelques exemples, on en est donc, je crois, au 13e numéro du rapport sur l'Afrique de l'Ouest, et on a abordé des sujets aussi variés que la gestion de la crise malienne, les questions d'insécurité maritime au Bénin, la question de la gestion du processus électoral au Togo. On a également fait une analyse avant la crise au Burkina Faso sur les risques qui découlait de ce débat sur, à l'époque on parlait de l'organisation d'un référendum constitutionnel qui avait le même objectif que les réformes qui ont presque eu lieu au niveau de l'Assemblée nationale. Donc voilà un petit peu le type de thème qu'on a élaboré dans ce rapport. Et comme je le disais, chaque rapport est basé sur une mission de terrain qui varie de 10 jours, un peu plus, un peu moins, en fonction des contextes. Normalement, au retour du terrain, on essaie d'organiser un séminaire avec un groupe consultatif qui peut être composé d'acteurs de la société civile, d'observateurs, d'analystes ou parfois même d'ambassadeurs. On tenait parfois des séminaires fermés avec le groupe des ambassadeurs de la CEDEAO basé à Dakar, et on leur présentait les analyses préliminaires sur la base de notre terrain. Ça donnait bien entendu lieu à des débats parfois houleux parce que l'indépendance des chercheurs pouvait être confrontée à la dimension de représentation plus politique, disons, des ambassadeurs. Mais comme ce sont des ateliers fermés, c'était aussi un espace où la parole pouvait être libre et où les opinions sont habituellement exprimées assez librement. Ce qui est intéressant dans le cadre de ces ateliers, c'est que pour nous, c'est d'abord l'occasion de tester nos analyses, mais également de tester nos recommandations qui s'adressent très souvent à des États. Et le faire sur des gens qui ont une bonne connaissance des limites de l'État, des possibilités, des gens qu'eux-mêmes conseillent, a une véritable valeur ajoutée pour le travail qu'on mène. Le comité des 34, donc c'est son petit nom. Le nom au long, c'est le comité spécial des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. C'est un comité qui est né dans les années 60 et qui, à l'époque, regroupait une trentaine de membres, d'où son petit nom. Maintenant, le comité regroupe plus d'une centaine d'États membres. C'est un comité qui se réunit une fois par année et qui réunit tous les pays contributeurs de troupes aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. C'est donc l'occasion, au sein de ce comité, de discuter des problèmes auxquels sont confrontés les contributeurs de troupes. Ce qui est très intéressant dans ce contexte, c'est que les négociations, parce que l'objectif est d'arriver à un rapport consensuel à la fin d'un mois de discussion. Donc les États sont regroupés en groupes régionaux, l'Union européenne, un groupe qu'on appelle CANZ, donc Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, le groupe de Rio, qui regroupe un certain nombre d'États latino-américains, le Brésil est souvent d'ailleurs le coordonnateur de ce groupe, et le groupe le plus important, c'est le groupe des NAM, donc le mouvement des non-alignés, c'est de ce groupe que proviennent la majorité des pays contributeurs de troupes. Donc c'est un comité où on peut voir une forme d'inversion des rapports de force, parce que normalement ceux qui tiennent le gros bout du bâton, c'est ceux qui payent, qui ne sont pas les pays issus du mouvement des non-alignés. Mais dans le cadre de ce comité, les pays du NAM sont les plus gros contributeurs et donc sont perçus ou se perçoivent eux-mêmes comme des acteurs dont la parole compte au sein de ce comité. Et comme vous le savez probablement, les pays contributeurs les plus importants, ce sont en particulier l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, qui contribuent un nombre très important de troupes. Alors, ce comité cherche à faire des recommandations qui parfois vont dans le sens d'un maintien de la paix plus efficace et qui malheureusement parfois vont aussi dans le sens de la protection des intérêts des pays contributeurs de troupes.
parce que derrière le maintien de la paix, il y a également une dimension économique. Chaque soldat bénéficiant d'une prime spécifique et chaque matériel également utilisé par les différents soldats étant remboursé en fonction de grilles établies par les Nations Unies. Dans le cadre du travail que j'ai mené sur le comité des 34 et après avoir assisté à un certain nombre de réunions annuelles, à l'époque je travaillais pour le réseau francophone des opérations de maintien de la paix, le ROP, qui est une structure de recherche basée à l'Université de Montréal. Et la question qu'on se posait, c'est pourquoi les pays africains francophones en particulier participent aussi peu aux opérations de paix des Nations Unies. Et on s'est dit, tiens, un cadre intéressant dans lequel essayer d'observer les dynamiques et le rôle joué par les francophones pourrait être ce comité qui regroupe, comme je l'indiquais, tous les pays contributeurs de troupes aux Nations Unies. Ce travail se situe dans un cadre plus large qu'il me semble important d'expliquer. C'est un travail donc, qui a été mené à partir des années 2005-2006, mais qui était basé sur un constat qui, lui, date de 2004, un moment clé dans l'histoire du maintien de la paix où, tout d'un coup, la majorité des opérations déployées sur le terrain l'étaient dans l'espace francophone. Vous vous souviendrez, à l'époque, la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire s'installait. La MINUSTA en Haïti s'installait également. Et il y avait, quand ce n'était pas de nouvelles missions, il y avait parfois une augmentation de l'effectif dans des missions qui existaient déjà, notamment le Congo et le Burundi, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et donc, on basculait dans une configuration pour le maintien de la paix onusien qui jusque-là avait été inédite et qui faisait en sorte que la plupart des pays contributeurs de troupes issus de l'espace anglophone ou, disons, parlant plus facilement anglais que français, on parlait du Bangladesh, de l'Inde, du Pakistan, étaient confrontés à un déploiement dans l'espace francophone à un moment où les missions elles-mêmes changeaient un petit peu de configuration, c'est-à-dire qu'on n'était plus dans le maintien de la paix conventionnel où on a une ligne de front, on a des casques bleus de part et d'autre qui doivent maintenir la paix. On était véritablement dans une configuration de mission où il faut être au contact des populations, comprendre ce qui se passe, faire de la réforme du secteur de la sécurité, être en contact avec les autorités nationales. Et tout ça demande, requiert, si on veut que ça fonctionne aussi efficacement que possible, une capacité à communiquer dans la langue du pays avec les acteurs nationaux. Et à ce moment, le secrétaire général de l'époque, c'était Kofi Annan, a fait un appel aux pays de la francophonie, et en particulier donc à Abdou Diouf à l'époque, en lui disant « Il serait bien que vous nous aidiez à combler cette lacune en mobilisant les États francophones afin qu'ils contribuent davantage de troupes aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. » Alors une fois que cela est dit, c'est bien. Mais concrètement, comment on s'y prend, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est le travail qu'on a essayé de mener au sein du ROP à l'époque. Donc d'abord de comprendre à quel type de blocage les États francophones étaient confrontés pour ceux qui souhaitaient participer et pour ceux qui ne souhaitaient pas participer, quelles étaient leurs motivations. On a donc mené un certain nombre de missions de recherche dans différents pays, certains qui participent, le Sénégal en est un exemple, ça a toujours été un contributeur important. Depuis la toute première mission de l'ONU au Congo dans les années 60, le Sénégal a participé. C'est un pays contributeur actif et important. Mais on s'est également rendu dans d'autres pays qui ne contribuaient pas pour essayer de comprendre leur logique. Alors bien entendu, dans certains cas, il y a des logiques internes, des problèmes de sécurité intérieure qui font en sorte que le pays préfère garder ses troupes de façon à répondre à ce type de difficultés au lieu de les déployer à l'extérieur alors qu'ils pourraient en avoir besoin. Il y a parfois, disons, de mauvaises expériences. On peut penser à un certain nombre de pays où au retour de missions à l'étranger, des militaires qui avaient développé un réseau et qui avaient aussi vu que l'État peut fonctionner différemment de ce qui se passe véritablement, ont eu à mener des coups d'État, parfois sur la base de primes non payées. Je pense à la Côte d'Ivoire, bien entendu, en 1999.
Voilà, donc il y a parfois un certain nombre d'expériences qui ont laissé des goûts amers dans la bouche de certains États et qui se disent « Oh, il vaut mieux quand même éviter de contribuer aux opérations de paix ». Mais il y a parfois des États qui véritablement souhaitent contribuer, mais se sont retrouvés à être bloqués par les règles administratives et le mode de fonctionnement du processus de sélection des Nations Unies, qui était lui-même essentiellement conduit, et qui est toujours conduit d'ailleurs, par des anglophones. Et donc en particulier pour des postes individuels, certains membres, que ce soit du personnel militaire ou policier, pouvaient recevoir un appel en plus avec le décalage à des heures indues où on leur faisait un entretien téléphonique en anglais. Voilà, donc il y a un certain nombre de problèmes de ce type-là qu'on a identifiés, et sur cette base, un travail de plaidoyer a été mené en partenariat avec l'Organisation de la francophonie à l'époque pour essayer de montrer au pays les avantages potentiels d'une participation au maintien de la paix. C'est un travail qui a été mené d'ailleurs avec l'actuel, avec Jean-Marie Guéhenno, qui était à l'époque, son titre exact, secrétaire général adjoint aux opérations de paix des Nations Unies, qui venait donc de quitter son poste et qui avait bien vu la problématique de la dimension linguistique dans les opérations de paix, un francophone lui-même, et qui a donc travaillé étroitement avec nous dans le développement de ces projets qui ont mené à des programmes de renforcement de capacité, de façon à pouvoir bien évaluer les capacités d'un pays à participer ou pas aux opérations de paix, de voir quels étaient les intérêts stratégiques de ces pays en termes de participation également, et quel pouvait être le gain financier, mais également en termes d'expérience pour les policiers, pour les militaires. Le bureau de Dakar de l'Institut d'études de sécurité met en œuvre un projet de renforcement de capacité, même si c'est un mot qui est très souvent galvaudé, qui vise en fait en particulier les chercheurs francophones d'Afrique de l'Ouest. Le projet est financé par le Centre de recherche en développement international du Canada depuis 2012. Et ce projet vise véritablement à faire en sorte que ces jeunes qui doivent avoir moins de 30 ans, qui doivent être issus de l'Afrique de l'Ouest et qui doivent détenir une maîtrise, passent 10 mois au sein du bureau et apprennent tout ce qu'il y a à apprendre de façon pratique sur la recherche axée sur le développement des politiques. Le constat de départ de ce projet est le suivant. Nos universités dans la sous-région, mais je dirais même au-delà de la sous-région, forment des jeunes qui sont en maîtrise de faire un mémoire en 3 tomes, mais quand on leur demande de produire une note d'analyse de 2 pages, synthétique, précise avec des recommandations, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, ça soulève bien entendu la question de l'adéquation entre la formation reçue et les besoins du marché du travail, qu'il soit national ou international d'ailleurs. Donc, le constat, c'était celui-là, et c'était aussi que l'Afrique de l'Ouest est malheureusement encore une des régions du continent qui est le plus secouée par des crises sécuritaires, par des problèmes de gouvernance, par des problèmes, voilà, on pourrait dire de sécurité humaine plus largement. Et qu'il était important d'encourager la production de savoirs endogènes. Et là, peut-être une petite anecdote, mais on a tous, je pense, déjà ressenti en tant que chercheur africain ou à demi africain, ou en tout cas animé par un sentiment, disons, important pour l'Afrique. On a tous été un peu choqués de voir des gens qui ont parfois passé 1 ou 2 semaines sur le continent africain, qui se présentent comme des experts de l'Afrique et qui prennent position sur des questions qui clairement les dépassent. Quand on sait que sur le terrain, il y a des gens qui pourraient parler de ces problématiques-là avec beaucoup plus de pertinence et de profondeur. Donc, l'objectif, c'est aussi d'encourager la production de savoir endogène, mais également de savoir-faire, parce que pour arriver au niveau où on vous invite à la télé ou à la radio pour parler de certaines questions, il faut savoir être concis, il faut savoir avoir une pensée structurée, il faut savoir dire les choses de la façon dont les médias aiment les entendre, et ce n'est pas nécessairement des choses qui sont enseignées à l'université. Et donc, l'ISS offre un cadre pratique
d'expérience professionnelle qui vise à faire de ces chercheurs des chercheurs opérationnels, tant au niveau de la recherche, disons sur Internet, que de la recherche de terrain, qui vise à faire d'eux des chercheurs qui sont en mesure de prendre la parole devant les médias, de présenter des situations complexes, de faire de l'analyse, qui sont également en mesure de traduire les données empiriques qu'ils sont allés recueillir sur le terrain en recommandations concrètes pour des décideurs. Le programme est basé bien entendu sur le fait que la meilleure façon d'apprendre, c'est de faire au quotidien en travaillant au sein d'une équipe qui mène de la recherche de cette façon-là. Donc chaque jeune se voit assigner une zone de couverture dans l'espace Afrique de l'Ouest, qui est donc découpée en fonction des différents systèmes de conflit, doit suivre l'actualité au quotidien dans sa zone et être en mesure d'en parler progressivement, hein, avec de plus en plus de profondeur et avec une compréhension des enjeux. Chaque jeune est donc aussi accompagné par un chercheur senior. Parfois, ils partagent le même chercheur et certains chercheurs sont basés à Dakar ou sont basés dans d'autres bureaux en fonction des thématiques de recherche, sachant qu'on a également donc, un chercheur qui couvre l'Afrique de l'Ouest au niveau du bureau de Pretoria, David Zoumenou, le docteur David Zoumenou. Et véritablement, les jeunes sont associés à tout ce qu'on fait au sein du bureau. Quand on reçoit des décideurs, l'ambassadeur de tel ou tel pays qui souhaite mieux comprendre la crise en Casamance ou qui souhaite mieux comprendre pourquoi une partie des belligérants au Mali n'ont pas signé l'accord de paix, on les emmène avec nous dans le bureau au moment où on donne le briefing à l'ambassadeur et petit à petit, on fait en sorte que ce soit eux qui donnent ce briefing-là ou qu'ils ajoutent bien entendu des éléments au départ et quand ils se sentent à l'aise, qu'ils puissent le faire eux-mêmes. On leur montre comment on mène de la recherche de terrain, comment on mène des entretiens, comment on pose des questions délicates. Je le disais tout à l'heure, comment on traduit les données empiriques qu'on collecte en recommandations concrètes. Donc il y a véritablement un travail quotidien qui est fait avec chacun de ces jeunes qui passe par parfois des sessions plus formelles où on va sortir le tableau, prendre des notes et essayer de montrer comment les choses se passent. Mais je dirais la plus grande partie de l'apprentissage se fait plutôt par exemple. Par l'exemple, en regardant des chercheurs plus expérimentés faire le travail et leur donner des responsabilités dans le cadre de programmes ou de projets plus larges, des responsabilités qui progressivement seront de plus en plus importantes. La capacité est malheureusement limitée parce que c'est un programme qui, pour fonctionner, repose sur la disponibilité des chercheurs seniors. Alors, s'il y a trop de fellows, on les appelle donc pas stagiaires, mais on les appelle fellows, parce qu'on avait le sentiment que le mot stagiaire dans la sous-région est malheureusement connoté plutôt négativement. C'est la personne à qui on demande de faire le café et les photocopies, alors que véritablement ici, c'est des piliers du fonctionnement de l'équipe de recherche. Et donc, on les appelle Junior Fellows en français, chercheurs boursiers, Junior Fellows en anglais, chercheurs boursiers en français. Et on en a normalement 4 par période de 10 mois. Donc effectivement, c'est un programme compétitif. On a reçu par exemple pour la dernière vague d'appel à candidature à peu près 115 CV. Et sur ces 115 CV, il fallait qu'on en choisisse 4. Donc le processus est difficile. Parmi les 12 qui ont été sélectionnés pour l'entretien, tous auraient pu être sélectionnés, avaient le bon niveau d'engagement, le bon niveau de connaissance. Voilà, donc malheureusement il a fallu faire un choix et 4 seulement ont été sélectionnés. La prochaine vague de sélection se fera à partir du mois de décembre cette année pour un fellowship qui commencera au mois de février 2016. Bon, je crois. Bien
bien entendu, l'objectif, c'est de faire des fellows qui passent au sein des bureaux de l'ISS et du bureau de Dakar, notamment, des chercheurs aussi opérationnels que possible. Mais sur la fin du fellowship, on s'assure de leur procurer un accompagnement également pour la recherche d'emploi. Ça passe par des choses simples comme comment on rédige une lettre de motivation. Comment on rédige un CV pour que le CV retienne l'attention d'un sélectionneur. Et on se rend compte malheureusement que ce n'est pas du tout des compétences qui sont enseignées dans des cadres notamment universitaires. Et sur cette base-là, on essaie ensuite, quand on voit des offres passer ou quand on entend parler de possibilités d'emploi, mais les fellows eux-mêmes sont très proactifs la plupart du temps vers la fin de leur fellowship et donc cherchent un emploi. Parmi ceux qui n'ont pas décidé de poursuivre des études universitaires, parce que 3 de nos 13 fellows font actuellement des doctorats, certains en Chine, certains au Canada, parmi ceux qui ont choisi de ne pas poursuivre leurs études, tous sauf un ont des postes, que ce soit agente des affaires civiles au niveau de la MINUSMA à Tombouctou, par exemple. On a un collègue qui est maintenant chargé de la question des réformes et du renforcement de capacités sur les questions sécuritaires des membres de l'Assemblée nationale du Mali, dans le cadre du National Democratic Institute, le NDI. On a une collègue qui a, elle, basculé plutôt dans le secteur privé, qui est chef d'un département veille d'une structure d'intelligence économique. Je vous donne quelques exemples comme ça pour vous montrer que les parcours après leur passage à l'ISS sont aussi multiples que leur champ d'intérêt spécifique. Et chaque fellows a pu, sur la base de l'expérience acquise et sur la base de leurs propres compétences, bien entendu, et champs d'intérêt, trouver une trajectoire professionnelle qui, pour l'instant, a été très positive. Oh, mon âme, yeah.